Accusé, levez-vous. Vous vous nommez Louis, Désiré, Gontran, Hugues, Guy, Gaëtan, baron Le Courtois. Vous êtes âgé de 54 ans, vous êtes marié sans enfant, vous êtes exploitant forestier habitant au château de la Meilleraie, commune de Saint-Martin-sous-Bois. C'est exact, Monsieur le Président. Vous êtes accusé d'homicide volontaire, commis le 26 septembre, sur la personne de la demoiselle Solange Anne-Marie Donadieu, 25 ans, célibataire, couturière au 10 village de Saint-Martin-sous-Bois. Reconnaissez-vous les faits? Oui, Monsieur le Président. Je dois faire connaître à mesdames et messieurs les jurés que vous êtes venus spontanément passer des aveux et vous constituer prisonnier à la gendarmerie de Saint-Martin. J'ai reconnu le crime. Le procès-verbal du brigadier de gendarmerie en témoigne. Mais je dois faire également connaître aux membres du jury que vous vous êtes refusé à toute autre déclaration, aussi bien devant les inspecteurs de la brigade mobile que devant le juge d'instruction. Vous vous êtes enfermé dans un mutisme absolu. C'est exact, Monsieur le Président. Ainsi, vous avouez l'assassinat. Et vous vous êtes refusé jusqu'à présent à apporter la moindre lumière, tant sur les mobiles que sur les circonstances de votre acte. Absolument, Monsieur le Président. Je me vois donc dans l'obligation, avant de procéder à votre interrogatoire, de vous demander si à cette audience, alors que vous comparaissez devant la cour d'assises, votre intention est de persister en cette attitude. Monsieur le Président, je ne dirai rien. Pas plus ici qu'ailleurs. Je vous prie de m'excuser si je parais ainsi manquer à la déférence qui vous est due et que je vous porte, mais quel que soit le cours des débats, je suis résolu à ne prononcer aucune parole. Ainsi, vous refusez toute explication. Vous avouez avoir tué Solange Donadieu et vous ne voulez faire savoir ni comment, ni pourquoi. Vous refusez de vous défendre. Oui, Monsieur le Président. J'ai même refusé de choisir un avocat. On m'a commis d'office un défenseur. Je lui ai interdit de plaider. Monsieur le Président, je voudrais dire un mot. Je vous en prie, maître. Ma conscience professionnelle me commande de faire devant la cour et devant le jury la déclaration suivante. Désigné par monsieur le bâtonnier pour assurer la défense de monsieur le baron Le Courtois, j'ai eu avec mon client plusieurs entretiens. Malgré mon insistance, je n'ai pu obtenir de lui aucun éclaircissement. Et en outre, il m'a effectivement interdit formellement et d'intervenir dans les débats et de prononcer une plaidoirie. Je suis donc contraint, malgré moi, au silence. Et je tenais à ce que la cour et le jury en connaissent la raison. Mais enfin, c'est insensé. Ce n'est pas à un homme comme vous, baron Le Courtois, que j'ai à rappeler la peine que vous encourez. Je la connais, Monsieur le Président. La peine capitale. Enfin, quoi, on ne se laisse pas condamner comme cela, sans se justifier. Je demande la parole, Monsieur le Président. Vous avez la parole, Monsieur le procureur. Mon intervention va sans doute paraître étrange. Elle est, en tout cas, inhabituelle pour un procureur de la République. Mais en mon âme et conscience, je dois faire savoir que le dossier que j'ai entre les mains est vide. Et l'enquête n'a pu établir aucune charge contre l'accusé. Tout semble au contraire se conjuguer pour l'innocenter. Nous ne possédons que ses aveux. Et rien que ses aveux. Ils doivent suffire, Monsieur le procureur. Oui, je dois les retenir et je les retiens, mais, serviteur de la loi et de la justice, j'estime qu'un jugement sain et droit sur un acte criminel ne peut être ni requis ni prononcé dans l'ignorance des circonstances qui l'ont entouré. C'est pourquoi, accusé, avant que ne s'ouvrent les débats, je joins mes instances à celles de Monsieur le Président et à celles de votre défenseur, pour que vous nous disiez enfin pourquoi et comment vous avez assassiné Solange Donadieu. Je me rends compte, Monsieur le procureur, ce que représente pour un magistrat tel que vous la requête que vous me présentez. Et il me plaît de rendre hommage à votre esprit d'équité. Mais je ne puis y déférer. Et je garderai le silence. Mais donnez-nous au moins une raison à votre silence obstiné. Monsieur le Président, lorsqu'un homme d'honneur s'accuse d'un acte tel que celui dont je me déclare coupable, il n'y a pas à ergoter sur des détails qui, de toute façon, ne peuvent être qu'indignes et sordides. Je n'ai maintenant qu'une parole à ajouter. Ça sera la dernière que vous entendrez de ma bouche. Je vous écoute. Je vous demande la permission de m'asseoir. Je vous l'accorde.
Greffier, inscrivez que devant le refus de l'accusé de répondre à toute question, j'ai dû renoncer à son interrogatoire. Monsieur le Président, nous pouvons toutefois entendre les témoins. Ils nous aideront peut-être à comprendre cette affaire. Espérons-le. Huissier, appelez le premier témoin. Le Bellec, Adrien! Vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Le Bellec, Adrien Octave, 42 ans, chef de la brigade de gendarmerie à Saint-Martin-sous-Bois. Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé, vous n'êtes pas à son service et il n'est pas au vôtre. Non, monsieur le président. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Faites votre déposition, brigadier. Le 26 septembre, j'étais dans mon bureau de la gendarmerie quand à 17h35, je reçus un coup de téléphone du sieur Marcelin Joseph, qui tient un débit de boisson à Saint-Martin, sur la route qui mène à Arcil et Saint-Martin. Il m'avisait que la femme Lecomte Léonide, connue de moi comme une indigente de la commune, venait de lui déclarer que s'étant rendue dans le bois pour faire un fagot, elle avait vu, au lieu dit le chêne du pendu, le corps d'une femme qui lui avait paru être morte. Avec le gendarme Bolin Gaston, de ma brigade, je me suis aussitôt rendu en voiture au lieu dit, distant d'environ 1250 mètres du village. Et effectivement, nous avons trouvé étendu sur le dos, en bordure du Léon, le cadavre d'une femme que nous avons reconnue comme étant celui de mademoiselle Solange Donadieu. Vous connaissiez Solange Donadieu? Saint-Martin-sous-Bois n'est pas un village très conséquent, monsieur le président. Comme brigadier de gendarmerie en fonction depuis 7 ans, je connais tout le monde. Poursuivez, brigadier. Eh bien, tout d'abord, ça m'a étonné de trouver Solange Donadieu dans cet état. Mais pourquoi avez-vous été étonné? Monsieur le président, je savais que Solange Donadieu était une jeune fille sérieuse. Alors ça m'a étonné qu'elle ait été assassinée. Ce sont plutôt les filles légères qui se font assassiner. Car vous avez tout de suite vu qu'elle avait été assassinée. Oui, monsieur le président, j'ai vu des traces suspectes à son cou. Alors j'en ai déduit que c'était pas une mort naturelle, qu'il y avait eu lutte et que Solange Donadieu avait été étranglée. Je peux tout de suite signaler à mesdames et messieurs les jurés qu'en effet, les constatations du médecin légiste ont conclu à la mort par strangulation, ayant entraîné une fracture des cartilages du larynx. La victime portait en outre, sur le visage, au bras et sur la poitrine, des ecchymoses pouvant provenir de coups et des traces d'égratignures causées par des onces. Poursuivez, brigadier. Alors j'ai procédé aux constatations sur place, comme il se doit. Vous n'avez rien relevé de suspect, pas de traces de chaussures sur le sol, par exemple? Non, monsieur le président, vous savez, à cet endroit-là, il n'y a que des feuilles mortes, des débris de ronces ou de menues branches. Donc pas de traces. Sous le corps, les herbes étaient un peu foulées. Ben c'est tout. À environ 2 mètres du cadavre se trouvait le sac à main de Solange Donadieu, ouvert, avec dedans un mouchoir, une clé, et puis quelques babioles, comme en ont les femmes. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, aidé par le gendarme Bolin, j'ai transporté le cadavre jusqu'à notre voiture et je l'ai conduit au dépôt du cimetière. Et puis j'ai envoyé le gendarme Bolin prévenir monsieur le maire. Oui, pour qu'il avise madame Donadieu, la mère de Solange. Pendant ce temps-là, moi j'ai téléphoné au parquet, à la brigade mobile. Il était environ 18h15. Bien. Et le lendemain, que s'est-il passé? Le lendemain, 27 septembre, dans la matinée, sur les 7h30, les inspecteurs de la brigade mobile sont arrivés. Tout de suite, ils ont pensé à un crime de rôdeur, de vagabond. Y a-t-il des individus de ce genre dans la région? C'est-à-dire, monsieur le président, qu'à cette époque-là, il en passe. Oui, des gars qui ont aidé aux vendanges, plus au sud, et puis qui remontent. Ils sont pas toujours tous d'une espèce très recommandable. Mais on les a à l'œil, monsieur le président. On peut pas être partout. Vous savez, monsieur le président, et tant qu'ils font rien, si leurs papiers sont en règle, on peut rien leur dire. Je retiens qu'au moment du crime, il y avait des individus assez louches dans la région. Continuez, brigadier. J'en arrive à 10h30. Oui, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu le coup de tonnerre. Oui, car à cette heure-là, qu'est-ce que je vois entrer dans mon bureau? Monsieur le baron Lecourtois, qui sans bonjour ni rien, me dit tout raide:
Brigadier, arrêtez-moi, c'est moi qui ai tué Solange Donadieu. Vous êtes formel, brigadier. Ce sont bien ses propres paroles. Brigadier, arrêtez-moi, c'est moi qui ai tué Solange Donadieu. Oui, monsieur le président, c'est bien ce qu'il m'a dit verbalement. Et que j'ai consigné ensuite par écrit dans mon rapport. Oui, monsieur le président. Ça a dû vous étonner. Ah vous pensez? Bien plus encore que de trouver Solange Donadieu étranglée. Monsieur le baron assassin. C'est bien simple, moi j'en venais pas. Vous connaissez bien le baron Le Courtois? Madame, monsieur le président, c'est pas n'importe qui. D'abord pour lui, j'ai des ordres. Mais comment cela? Dans la réserve, il est officier supérieur, commandant. Mais comme il a été officier dans l'active, en cas de mobilisation, il doit rejoindre dès le premier jour. J'ai un fascicule spécial pour lui. Je comprends. Oui. Alors, qu'avez-vous fait? À vrai dire, monsieur le président, moi j'étais embarrassé. Vous comprenez, un officier supérieur, décoré. Dans ma vie de gendarme, jamais j'en ai arrêté. Justement, les inspecteurs qui avaient été faire un tour dans le bourg sont revenus dans mon bureau. Alors, monsieur le baron leur a répété qu'il n'avait pas besoin de chercher, que c'était lui l'assassin. Il n'arrivait pas à y croire. Et aussi ces messieurs du parquet, quand ils sont arrivés un peu plus tard. Le baron n'a jamais rien dit de plus? Rien. Rien, monsieur le président. Les inspecteurs, et puis le juge d'instruction, auraient voulu qu'ils disent quelque chose. Je sais pas, moi, qu'ils racontent un peu. Oui. Ils ont eu beau faire, et de toutes les façons, il a simplement répondu... si, je m'en souviens. Je vous en prie, ne m'importunez pas. Oui, c'est son mot, monsieur le président. Ne m'importunez pas, je ne dirai rien. Emmenez-moi. Ils l'ont emmené. Voilà, c'est tout ce que je sais, monsieur le président. Dites-moi, brigadier, à ce moment-là, comment était le baron Le Courtois? Comment il était? Oui. Monsieur le président, ce qui m'a encore étonné, c'est qu'il n'ait pas été autrement. Il était, autant dire comme d'habitude, quoi. Il n'avait rien d'un assassin. Parce qu'il n'y a pas à dire, j'en ai vu d'autres. Même les durs, après, quand ils sont devant nous, ça leur fait quelque chose. Lui, le baron, même pas ému. Non, il était normal, comme s'il était venu demander un renseignement, comme il arrive. Brigadier Le Bellec, vous connaissiez bien l'accusé et la victime. N'avez-vous pas quelques idées sur les raisons qui ont pu pousser le baron Le Courtois à étrangler Solange Donadieu? Si ce ne sont que des soupçons, il faudrait quand même les exprimer. Je ne peux dire qu'une chose, monsieur le président. Je n'y comprends rien du tout. Et si toutes les affaires devaient être comme celle-là, ce sera à quitter la gendarmerie. Moi, je le dis comme je le pense tout net. Je vous remercie, brigadier. Des questions, monsieur le procureur? Oui, monsieur le président. Le brigadier Le Bellec, peut-il nous préciser si Solange Donadieu avait une raison particulière de se trouver le jour du crime aux Chênes du Pendu? Ça c'est certain, monsieur le procureur. Ce jour-là, il fallait qu'elle passe par là. Expliquez-nous pourquoi, à votre connaissance. Parce que c'est le jour où d'habitude elle allait toucher le loyer que le fermier de la Ménéteuse, une grosse ferme qui est à 3 km environ de Saint-Martin, doit à sa mère pour une pâture. Une pâture assez importante, ma foi. À son tour, Solange Donadieu était donc porteuse d'une somme d'argent assez importante. Non, c'est-à-dire que non, monsieur le procureur. Voilà, la patronne n'avait pas à la ferme assez d'argent. Alors elle a dit que son mari passerait payer madame Donadieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait un peu plus tard. Alors Solange Donadieu n'avait donc pas d'argent sur elle, mais on pouvait croire qu'elle en avait. C'est cela même, monsieur le procureur. Tout le monde dans le pays était au courant. Qui a pu voir Solange Donadieu partir pour la Ménéteuse? Mais également un peu tout le monde, monsieur le procureur. Il faisait beau ce jour-là et il y avait pas mal de gens sur le pas des portes. C'est tout, monsieur le président. Maître, des questions? Monsieur le président, il m'a été défendu par mon client d'en poser. Je vous le demandais pour la forme, maître. Huissier, faites entrer le témoin suivant. Levasseur, Martial. Vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Levasseur, Martial Kléber, 57 ans.
cultivateur propriétaire demeurant à Saint-Martin-sous-Bois. Donc vous êtes le maire, je crois. Oui, mon président. Et depuis tantôt 20 ans. Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé, vous n'êtes pas à son service, et il n'est pas au vôtre. Oh, non, mon président. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur le maire, veuillez nous dire ce que vous savez. Oh, mon président, ça sera vite fait. Moi, je sais rien. Vous ne savez rien des faits, soit, mais vous êtes appelé comme témoin de moralité. Parlez-nous de Solange Donadieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Solange, c'était une jeunesse, tout ce qu'il y a de convenable. Rien à dire sur elle. Ça, pas coureuse, tout honnête. Son père était employé au chemin de fer, dans les bureaux. Quand il est mort, il y a de ça dans les 15 ans, sa veuve est revenue à Saint-Martin, d'où elle était native, et où elle possédait de sa famille une maison et quelques terres, quoi. Elle a ouvert une boutique. Elle y vendait les journaux, le papier à lettres, et puis encore, comment vous dire, quoi, la mercerie, les mouchoirs, enfin, tout ce qu'il faut pour les femmes, quoi. Et elle faisait aussi la couturière quand ça se trouvait. Sa fille l'aidait. Elles s'entendaient bien toutes les deux. Et elle gagnait de quoi vivre à leur aise. Ce qu'il faut, quoi. En tout cas, je peux dire une chose. C'est qu'à Saint-Martin, elles n'avaient pas d'ennemis. Pas même, comme ça se trouve toujours, une commère pour clabauder sur leur dos. Et c'est plutôt rare. Surtout pour une fille tournée comme l'était Solange. Hein? Car Solange Donadieu était jolie. C'est-à-dire que, sans dire du mal des autres, c'était peut-être bien la plus jolie fille du pays. Et aucune aventure dans sa vie? Enfin, vous me comprenez, monsieur le maire? Je vais vous dire, mon président. Forcément, il y a de ça, comme qui dirait 2 paires d'années, même un peu plus. Elle a connu un monsieur. Attention, je dis un monsieur. Je le connaissais bien et son père aussi. Son père, c'est un marchand de vin en gros qui est maire de Saint-Florentin, un bourg qui est à 3 petites lieues au sud-sud-ouest de Saint-Martin. Ce fils-là, il avait fait des études, et des études savantes, hein. Il était ingénieur dans les postes. Un monsieur, tout ce qu'il a de bien. Alors ils allaient se marier, quand il s'est tué en moto. C'est bête ces accidents. Ça a été un coup terrible pour Solange. Elle a dit comme ça qu'après ça c'était fini, qu'elle resterait vieille fille, qu'elle voulait plus connaître d'homme. C'était peut-être des paroles comme ça, mais je vais vous dire, mon président, entre nous, c'est pas qu'elle était fière, non. Mais Solange, elle n'aurait pas voulu épouser n'importe qui. Ah non. Oh, il fallait un monsieur. Alors, ça aurait été plutôt rare qu'un monsieur, ce que j'appelle un monsieur, vienne la chercher à Saint-Martin-sous-Bois. On n'est même pas sur une nationale, c'est vous dire. Hein. Et le baron Le Courtois, vous le connaissiez bien aussi, monsieur le maire. Si je le connais. Pour un peu, je l'aurais vu net, vu que j'ai dans les 2 ans de plus que lui. Alors, c'est pas à dire qu'on n'ait jamais beaucoup joué ensemble quand on était gosse. Non, il n'est jamais venu à la communale. Il a d'abord eu un précepteur qu'on nomme, une sorte d'abbé. Et puis son père l'a envoyé dans les écoles de la ville. Après, on ne l'a plus guère vu. Hein. On a su qu'il était devenu officier dans les chars, qu'on a dit. Et puis, quand son père est mort, un brave homme, son père, que Dieu ait son âme, le baron est revenu au château. Pas pour n'y rien faire, comme on pourrait croire. C'est pas qu'il ait possédé beaucoup de terre. Non, quelques hectares et des pâturages d'embouche avec une ferme où il avait mis un métayer. Mais toute la forêt était à lui. Et c'est pas rien que cette forêt. Elle s'en va
bien au-delà de la commune, jusque sur Saint-Florentin et le Plessis-le-Roi, avec même un bout sur le département voisin. Et toute l'exploitation, il s'en occupait lui-même, sans gérant, sans intendant, directement avec les bûcherons et les marchands de bois. Et c'est du labeur. Ah, c'est moi qui vous le dis. Le baron de Courtois possédait donc une belle fortune. Oh, madame, cette forêt-là, c'est quelque chose, non? Et quel homme était le baron de Courtois? Un brave homme, mon président, ça je peux le dire. Bien sûr, pas un homme comme vous ou moi, non. D'abord, il n'était pas bien causant. Mais toujours un bonjour et un mot en passant pour chacun quand il venait au village. Pas fier, quoi, comme il y en a. Et puis, le facteur lui portait, autant dire tous les jours, des journaux et des livres qui venaient de Paris. C'était un homme qui lisait, à ne pas croire. Et pourtant, à son âge, il avait plus à apprendre. Hein? Les châtelains avaient-ils des relations dans le village, monsieur le maire? Des relations? Si c'est des gens qui fréquentaient, que vous voulez dire, ben je peux vous dire non. Elle, c'est bien simple, on ne la voyait que le dimanche, quand ils venaient tous les deux à la messe. Et c'était banassé. Parce que sans en dire du mal, c'était pas une femme aimable. Ah, dame non. Plate comme une planche et le caractère et tout. On aurait dit que ça lui faisait mal de répondre quand on lui tirait son chapeau. Lui, il venait plus souvent, des 3, 4 fois la semaine, pour ci, pour ça. Et au château, recevait-il souvent? Ah, ça, je peux pas trop vous dire, mon président, vu que j'y étais pas. Mais sauf les marchands de bois et les entrepreneurs de transport, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un venait les voir, ou ça aurait été plutôt rare. À votre connaissance, monsieur le maire, le baron de Courtois était-il particulièrement en relation avec Solange Donadieu? Si c'est ce que vous voulez dire, mon président, je ne crois pas. À ma foi, non. S'il y avait eu quelque chose, vous pensez bien qu'avec toutes les bonnes femmes qui sont aux aguets des affaires comme ça, dans un pays comme Saint-Martin, je l'aurais appris. Ah, d'abord, ma femme aurait été la première à m'aviser. Elle a la langue qui lui démange toujours. Bien sûr, le baron, il connaissait son langue, mais comme les autres filles. Justement, avec les filles, les femmes, comment en général se comportait le baron? Oh, ça alors, mon président, rien à dire. Correction, correction. Oh, autant dire que c'était comme s'il les avait pas vues comme des femmes. Même pas une gaudriole comme ça se dit, sans penser à mal pour ça, hein. C'est bien qu'il y a le coup de sang qui peut arriver à tout un chacun. Et le baron, sauf votre respect, avec la baronne, il devait pas rigoler tous les jours. Mais de là à penser que le baron... Oh, ça, mon président, je le croirais jamais. Ah, ça, jamais. Pas de questions, monsieur le procureur? Non, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le maire. Vous pouvez vous retirer. Le témoin suivant. Kertrao, Yvonique. Vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Kertrao, Yvonique, 47 ans. Maître bûcheron demeurant demeurant, ma foi, tantôt à Saint-Martin, tantôt à Saint-Florentin, tantôt à Arcis, tantôt même dans la forêt, ça dépend où elle travaille. Bon. Vous n'êtes ni parent ni allié de l'accusé, vous n'êtes pas à son service et il n'est pas au vôtre. Ah, je travaille pour le baron. Mais je suis pas son domestique, si c'est ça que vous voulez dire. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et je le jure. Dis donc sur un que je le jure, je suis pas un menteur. Non, dites simplement, je le jure. Je le jure. Vos déclarations, monsieur Kertrao, peuvent avoir une grande importance. Je demande à mesdames et messieurs les jurés d'être tout particulièrement attentifs. Monsieur Kertrao, que savez-vous des faits qui sont reprochés à l'accusé? Voilà comment ça s'est passé. Le 26 septembre, dans l'après-midi, on était, les compagnons et moi, à travailler dans une coupe, en un lieu qu'on nomme le Vôtre à Colin. Et justement, j'étais ennuyé vu qu'on avait à abattre un orme.
Un maître arbre, ma foi, qui se présentait mal rapport à des baliveaux qu'il fallait pas que sa chute écrase. Vous me suivez? Allez, je vous en prie. Bon. Alors justement que monsieur le baron s'amène à cheval comme d'habitude. Le baron venait-il souvent surveiller vos travaux? Ah, tous les jours. D'abord, c'est lui qui marquait les arbres à abattre, il venait voir comment ça marchait, comment les charretiers amenaient les troncs, comment on faisait les stères, tout, quoi. Et toujours à cheval. En forêt, le cheval, c'est plus pratique que la voiture. Alors, quand il a été là, ça fait que je lui ai expliqué que pour cet homme, ça se présentait mal. Et ensemble, on a discuté le coup. Car il faut pas se tromper, il s'y connaissait, monsieur le baron, tout autant que son père, qui était un fameux forestier. Alors, ça fait qu'on a décidé d'un commun accord, d'abord débrancher, et puis de les téter. Enfin, lui couper la tête, quoi. Et puis de l'orienter avec des cordes. Et quand on a conclu que comme ça c'était le mieux, monsieur le baron est remonté à cheval, a regardé sa montre et il a dit 5h moins 20 ça va, je serai rentré pour prendre le thé. Et il est parti. Monsieur Cartraoux, êtes-vous certain que lorsque le baron vous a quitté, il était effectivement 17h moins 20? Ah, ça sûr et certain. Même que, je sais pas pourquoi, machinalement j'ai regardé ma montre et qu'elle marquait aussi 5h moins 20. Et même qu'après, avec les gars, on a un peu rigolé parce que monsieur le baron, tout de même, c'était un homme, hein. Il buvait de cette tisane-là comme une vieille femme, hein. Monsieur Cartraoux, Oui. vous connaissez bien la forêt? Ah, si je la connais. Vous pouvez y penser, ça. Pour autant dire, j'y ai passé toute ma vie, monsieur. À votre avis, le baron Le Courtois, vous quittant à 17h moins 20 au vôtre à Colas, pouvait-il être, mettons, à 17h aux chênes du Pendu et être de retour au château de la Meilleraie à 17h10, 17h15? Ah, ça, je vais vous le dire, alors. Du vôtre à Colas jusqu'aux chênes du Pendu, on peut pas dire que c'est bien loin. Non. Mais pour aller de l'un à l'autre, ça demande tout de même du temps parce qu'il faut faire le tour de l'étang et même un peu plus vu que la queue de l'étang. C'est autant dire un bourbier et qu'il faut descendre jusqu'à la pierre aux biches pour trouver un gué. Pour faire ça en 20 minutes, il aurait fallu que monsieur le baron pousse rudement sa bête à Sadamoué, alors avec qu'il la pousse drôlement. D'autant plus que le terrain n'est pas si bon. Vous savez, du chêne du Pendu au château, ça va, il y a un bon léon, là. Mais ça va tout de même chercher dans les 2 km 300. Ouais, ça peut se faire en un temps de galop, d'accord, mais faut pas qu'on s'amuse, hein. Je prie le jury de se souvenir des précisions que vient de donner monsieur Cartraoux. Des questions, monsieur le procureur? Oui, monsieur le président. Je vous en prie. Monsieur Cartraoux, pouvez-vous nous dire comment était l'accusé au moment où il vous a quitté au vôtre à Colas? Ah ben, ma foi, il était comme toujours, lui, pas autrement. Il n'a pas manifesté d'impatience, de hâte, comme quelqu'un qui aurait eu un rendez-vous? Oh, ma foi, non, il nous a dit bonsoir et à demain. Ah oui, il a dit aussi, je me souviens, attendez-moi pour abattre l'arbre, j'aimerais être là. Bon, il n'avait pas l'air pressé. Ah, pour ça, non. Dans quelle direction s'est-il éloigné? Vers le chêne du Pendu ou vers la Meilleraie? Ah, ça, on peut pas le dire. S'il allait au chêne du Pendu, à la patte doigt, il fallait qu'il prenne à sa main gauche. Mais s'il allait au château, il obliquait sur sa main droite. Mais voilà, c'est que nous, on voyait pas la patte doigt. Je vous remercie. C'est tout, monsieur le président. Vous pouvez vous retirer, monsieur Cartraoux. Ah ben, pardon. Faites entrer le témoin suivant. Martinelli, Ange, Raphaël. Vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Je m'appelle Martinelli Ange Raphaël, mais on me dit toujours Germain. Oui. Feu monsieur le baron, le père de monsieur Gaëtan, il aimait mieux ça. Puis, moi, ça me gênait pas, quoi. Passons. Oui, passons. Je vais tantôt avoir 62 ans, et c'est un âge, vous savez. Je suis valet de chambre au château de la Meilleraie, et j'ai jamais fait d'autre place. Il faut vous dire que... Vous êtes donc au service de l'accusé? Ah, vous pouvez le dire, monsieur le président, au service de monsieur le baron, comme j'ai été à celui de feu monsieur le baron, son père. Et pas seulement valet de chambre, mais c'est aussi moi qui, tous les jours du bon Dieu, fais les courses au village, avec l'automobile. Et c'est moi qui m'occupe du jardin et qui soigne le cheval. Ah, c'est du service, ça. Oh, c'est pas que je m'en plaigne. Avec ma femme qui fait la cuisinière, et ma fille qui est un peu bossue, la pauvre, elle fait le ménage, on était heureux au château. Et on était heureux.
Jusqu'à ce qu'arrive ce coup de malheur qu'on n'y comprend rien. La Sainte Mère de Dieu, ça. Comme vous êtes au service de l'accusé, vous n'avez pas à prêter serment. Dites-nous simplement ce que vous savez de ce coup de malheur, comme vous dites. Qu'est-ce que je peux vous dire, Monsieur le Président? Une histoire comme celle-là, ça vous tourne les sangs, voilà tout. J'en suis encore malade, moi. Il y a un point sur lequel une précision de votre part peut sans doute être décisive. Ah bon? Vous étiez là quand le 26 septembre, le baron de Courtois est rentré au château. Bien sûr, j'étais là, Monsieur le Président, où j'aurais pu être. C'est le matin que je descendais à Saint-Martin avec l'automobile. Quelle heure était-il alors? Oh, dans les 5h05, 5h10, pas plus. Juste pour le thé. Oui, on servait le thé à cette heure-là dans le petit salon. Enfin, c'était le thé pour Madame la baronne. Ah oui, Monsieur le baron, lui, préférait un verre de Porto. Moi, personnellement, je le comprends. Parce que le thé... Vous connaissez bien les chevaux, Monsieur Martinelli? Si je les connais, oh là là. Pensez, Monsieur le Président, que j'ai fait mon service au premier chasseur à cheval. Un fier régiment. Et qui était encore à cheval du temps que je vous cause. Hein. Et même, si j'avais su mieux écrire, je serais passé brigadier. Bon, l'écriture, moi... Quand votre maître est rentré, sa monture vous a-t-elle semblé avoir fourni une course rapide? Vous me comprenez? Avoir été poussé. Oh là là! Une course rapide, oh que non. Johnny, c'est le nom du cheval. Un cob irlandais, bébrun. Johnny, il était sec comme ma main. Si Monsieur le baron l'avait un peu poussé dans les jambes, je l'aurais tout de suite vu, ça, tout de suite. Ah oui, c'est une bonne bête, mais c'est une bête qui est plus jeune. Elle va sur ses 16 ans. Et pour un temps trop un peu allongé, elle mouille de partout. Ça. Et pour le galop, n'en parlons pas. Alors ça, Monsieur le Président, je peux dire et affirmer que quand je l'ai décelé, Johnny savait pas un poil de mouiller. C'est bien simple, j'ai même pas eu à le bouchonner. Je l'ai fait boire... Est-ce vous qui avez servi le thé? Le thé? Comme d'habitude, oui, aussitôt après avoir rentré Johnny à l'écurie. Comment était alors le baron? Monsieur le baron était botté, et avec sa culotte de cheval. Non, ça, il s'était pas changé. Non, je me suis sans doute mal exprimé. Je voulais parler de son attitude, de son humeur. Son humeur? Pour ça, il n'était pas non plus changé, Monsieur le Président, non. Monsieur le baron parlait un peu, par politesse. Madame la baronne l'écoutait pas, ou elle faisait semblant. Les deux époux ne vivaient-ils pas en bonne intelligence? Pour ce qui est de l'intelligence... je devrais peut-être pas le dire, mais tant pis, je le dis comme c'est vrai. Hein. Madame la baronne, elle en avait guère. D'abord, c'est une dame qui n'a pas de conversation. Non. Tout ce qu'elle sait dire, c'est des observations, et pas aimables. Hein. Des observations. D'abord à nous autres, les domestiques. Et pourtant, Monsieur le Président, tous les trois, on connaît le métier, ça je le jure. On casse rien, on vole rien. Ça, je ne l'aurais pas toléré, jamais. Vous savez, Monsieur le Président, ces observations, ces remarques que les gens comme elle font avec la bouche en cul de poule, Monsieur le baron, il en avait sa part. Hein. Mais lui, il était toute patience, alors. Il s'y était fait, quoi. Le baron et la baronne ont dîné ensemble? Oui, Monsieur le Président, oui, à 8 heures comme de coutume. Monsieur le baron a bien mangé. C'est une fière fourchette. Mais Madame la baronne, elle a pinoché dans son assiette. Bon, il lui en fallait moins qu'un oiseau. C'est bien pour ça qu'elle est si maigre. Et puis, je crois aussi que c'est un genre qu'elle se donne. Quelles furent leurs conversations durant ce dîner? Ils n'ont pas conversé. Oh là là, pendant les repas, ils n'échangeaient pas une parole, non. Il y avait des semaines de ça. Et après le dessert, Monsieur le baron se levait et disait « Je vous souhaite bonne nuit, mon ami ». Et puis il allait dans son bureau. Alors Madame la baronne est montée dans sa chambre et s'enfermait. Et pour vous dire, elle n'appelait même pas ma fille pour la déshabiller. N'y avait-il jamais personne à leur table? Non. Si, le jour de Saint-Martin. Et ils invitaient Monsieur le curé. Oui, alors là, on sortait le grand service et les verres en cristal. À part ça, jamais personne. D'abord, Madame la baronne ne voulait pas. Savez-vous pourquoi? C'est le Président, je suis pas plus bête qu'un autre. Et pour moi, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. C'était pas naturel de vivre comme il vivait. Pensez que Monsieur le baron n'allait même pas à la chasse. Jamais. Avec la forêt qu'il avait, enfin. Non, je vous dis ça, il y avait quelque chose. Quelque chose de mystérieux. Venons-en au lendemain, au 27 septembre. Que s'est-il passé? C'est bien simple. Je vais tout vous dire.
Tout. Et ça, je suis pas prêt de l'oublier. Donc, c'était le matin. Et comme j'ai déjà eu l'avantage de vous l'exposer, Monsieur le Président, je me suis rendu à Saint-Martin avec l'automobile et avec la liste des commissions que m'avait remise Aurélie. Mais Aurélie, c'est ma femme. Enfin, passons. Alors, il y avait du sucre, des nouilles... Ah oui, je vous en prie, peu importe. Mais attention, ça importe, là, Monsieur le Président. Ah oui, parce que c'est justement chez l'épicier, et Berthollet qui s'appelle l'épicier, c'est lui qui gère le dépôt des docks généraux. C'est chez lui que je vois qu'ils avaient tous l'air sans dessus-dessous, avec de drôles de têtes. Qu'est-ce qui se passe que je demande naturellement? Comment, vous savez pas que me fait Berthollet? Non, que je fais. Et comment voulez-vous que je sache? Je viens seulement d'arriver. Et c'était vrai, Monsieur le Président, j'arrivais. Alors il m'a lâché. Solange Donadieu a été assassinée. Alors, ça m'a fait un coup. Alors un de ces coups... Vous connaissiez particulièrement Solange Donadieu? Solange Donadieu? Non, pas particulièrement, comme vous dites. Non, je la connaissais comme je connais tout le monde à Saint-Martin. Vous pensez, depuis le temps que tous les jours, je viens y faire les courses avec l'automobile. Et ensuite? Ensuite, je suis rentré au château avec l'automobile. J'ai fait autant dire qu'un bond jusqu'au bureau de Monsieur le Baron. Même qui m'a fait la réprimande parce que j'avais pas frappé avant d'entrer. Alors ça, Monsieur le Président, c'était la première fois que ça m'échappait après 40 ans de service. Alors là, j'ai dit tout d'un trait, Solange Donadieu a été assassinée. Alors qu'a dit le baron? Sur le moment, il n'a rien dit. Rien. Mais il est devenu tout blanc. Mais alors blanc. Et puis il s'est pris la figure dans les mains, comme ça. Et moi, je lui ai raconté tout ce que m'avait raconté Berthollet, touchant ce crime horrible. Mais je suis sûr et certain qu'il n'écoutait pas. Et alors tout d'un coup, il s'est sorti la figure des mains et il m'a dit « Germain, vous allez me conduire à Saint-Martin. » Et on y a été avec l'automobile. Le baron n'a pas été voir sa femme avant de partir? Il était bien trop pressé, ça. Accusé, vous venez d'entendre la déposition du témoin. N'avez-vous rien à dire sur ce qu'a déclaré votre valet de chambre? Il m'est déplaisant, Monsieur le Président, de devoir répéter que je ne dirai rien. C'est bon. Asseyez-vous. Monsieur le procureur? Monsieur le Président, j'aimerais que le témoin nous dise si dans la journée du 26 septembre, la baronne Le Courtois a quitté le château. Pour ça, je peux rien dire. Ça. Parfois, il arrivait à Madame la baronne de sortir dans l'après-midi. Mais ça, on ne savait pas quand ni où elle allait. Ça. Et puis, je vais vous dire, Monsieur le Président, on s'en inquiétait pas. Non, c'était un moment où on était plus tranquille, voilà tout. Et quand elle sortait ainsi, était-ce toujours à pied? Forcément. Forcément, elle ne sait pas conduire l'automobile. Et puis, Johnny, s'il y avait que Monsieur le baron à le monter. Mais pour le thé, Madame la baronne était toujours rentrée. Mais vous ne savez pas du tout où se rendait la baronne quand elle quittait le château? Là, j'allais pas la suivre, hein. Et puis, elle pouvait bien aller où elle voulait. Monsieur le procureur, vous pourrez poser cette question à Madame la baronne de Courtois. Je vois sur la liste quel est le témoin suivant. Très bien, Monsieur le Président. Huissier, faites venir Madame la baronne de Courtois. Madame la baronne Le Courtois. Madame la baronne Le Courtois. Madame la baronne Le Courtois. Monsieur le Président, Madame la baronne Le Courtois n'est pas là. Enfin, c'est incroyable. La baronne a bien été citée. À ma demande, Monsieur le Président. La convocation a été régulièrement envoyée. Monsieur Martinelli. Monsieur Martinelli, je vous prie. Faites excuse, Monsieur le Président. C'est que vous avez dit Monsieur Martinelli, alors j'ai pas l'habitude. On me dit toujours Germain, depuis 40 ans. Bon, la baronne Le Courtois était bien au château de la Meilleraie ce matin. Non, Monsieur le Président, non. Oh, ça fait une bonne quinzaine que Madame la baronne a quitté le château. Vous a-t-elle fait savoir où elle se rendait? Non, ça non. Je vous ai déjà dit, c'est une dame qui est pas causante, vous savez. Voici maintenant que cette baronne a disparu, qu'elle est peut-être en fuite. Mais ça change tout, c'est très ennuyeux. Et l'audience est suspendue.
C'est toi, Georges. Quand on m'a fait savoir que quelqu'un m'attendait au parloir, je pensais pas que ce pût être toi. J'avoue ma surprise de te voir ici. Et moi, j'avoue tout de suite la joie que j'éprouve. La joie. Permets-moi de te dire que ce mot sonne étrangement dans une prison. C'est que j'étais un peu inquiet en venant ici. C'est bête, hein, je me demandais... Ah, mais voilà, c'est fini. Tu me tutoies comme autrefois. Et ça me fait rudement plaisir. Mon cher, en dehors de mes camarades de promotion, je ne tutoie autant dire personne. Mais nous avons fait la guerre ensemble, toi comme officier de réserve, moi comme officier d'active. L'usage a été parfois admis qu'à grade égal, on se dit tu en signe d'estime. Mais moi, c'est de l'amitié que j'avais pour toi. Je n'ai pas hargné l'amitié que moi aussi je t'ai portée, que je t'ai conservée. C'est bête à dire, hein. Une amitié comme la nôtre, ça compte. Es-tu toujours dans la police? Ah ben maintenant je suis en retraite. Mais j'ai repris un peu de service, mettons, à titre personnel et parce que je le devais. À quelle occasion? Mais à cause de toi. Vais-je te dire que je l'avais deviné? Mais qu'est-ce que tu veux? Quand j'ai appris ton affaire par les journaux, je me suis dit, il y a quelque chose là-dessous, c'est impossible. Le Courtois ne peut pas avoir fait ça. Pourquoi? Mais voyons, je te connais. Nous avons vécu ensemble des heures où un homme apprend à savoir ce que vaut un autre homme. La guerre est une chose qui... Ne parle pas de ça, veux-tu? Peut-être en évoquant ces souvenirs me fais-tu mal. Mais ma foi, tant pis. Je suis venu ici, ce n'est pas pour me taire, au contraire. Je t'en prie. Ce que j'ai fait ne regarde que moi seul. Mais tu oublies que mon métier a justement été de me mêler des affaires des autres. Et comme l'autre, c'est toi, j'ai commencé par assister à ton procès. Ah, tu étais là? J'étais là, dans la salle. Il fallait que je sois là. Tu connais donc ce verdict stupide, dérisoire. 15 ans de réclusion. Oui, 15 ans de réclusion, ça peut paraître ridicule, mais ça peut également s'expliquer. Les jurés, je crois, ont voulu montrer qu'ils conservaient un doute sur ta culpabilité. J'avais avoué. Les jurés ont été forcés de tenir compte de tes aveux. Mais ces aveux n'ont pas entraîné la conviction. Et les jurés ont voulu que la révision de ton procès soit possible. Sois certain que je ne la solliciterai pas. Tu prétends me connaître. Me vois-tu revenir sur des aveux? Ce ne serait pas nécessaire si l'on démontre que ton dévouement était inutile. Mon dévouement? Que veux-tu dire? Tout simplement ce que tout le monde a deviné. Tu as voulu couvrir l'assassin de Solange Donadieu. Je n'ai eu à couvrir personne. Il n'y a qu'un coupable, c'est moi. Crois-tu me faire admettre à moi que tu as étranglé cette fille? Quelle preuve as-tu de mon innocence? Tiens, rien que ça. Ton cheval n'avait pas un poil mouillé. Comme j'ai eu raison de me taire. Me fallait-il discutailler de ces fariboles avec les juges? Moi, baron Le Courtois, je déclare, voilà ce que j'ai fait. Et à qui demande-t-on contrôle de mes dires? À mon cheval. Ma culpabilité dépend d'un poil de jaunisse. Vas-tu toi retenir ces misères? Il nous en faut souvent moins pour démontrer une culpabilité. Tu m'autoriseras à m'en servir pour prouver ton innocence. Je ne suis pas innocent. C'est possible. Mais ce n'est pas toi qui as serré les mains sur la gorge de Solange Donadieu. Tais-toi. Tu ne l'as pas fait. Et tu ne pouvais pas dire que toi, baron Le Courtois, tu avais étranglé une jeune fille. Tais-toi. Tu ne pouvais pas le dire. C'est pourquoi, obstinément, tu as gardé le silence. Il n'y a pas que l'acte pour faire d'un homme un criminel. Celui qui détermine cet acte est tout autant coupable. La justice l'admet. Je n'ai que faire de la justice des hommes. Elle est ce qu'elle est, je la respecte, mais je comparais, moi, devant ma conscience. C'est un tribunal autrement exigeant. Mais l'amitié, elle aussi, peut avoir ses exigences. Tu voudrais donc... Je ne veux rien. Je déduis tout simplement en homme de métier. Tu n'as pas tué Solange Donadieu, donc quelqu'un d'autre l'a tué, quelqu'un dont tu as cru devoir prendre la place. Tu fais du roman. Mais empêche-moi de le bâtir. Car moi, je continue mon raisonnement. Pour prendre la place d'un criminel, il faut un motif puissant, très puissant. Ce peut être l'amour. Ou bien le remords. Encore faut-il que ce remords soit justifié. Peut-il l'être mieux que par une double faute? Double? Double! Ma condamnation m'impute une seule victime. C'est pour deux que je devrais payer. Il n'y a eu qu'un seul acte criminel. Un acte à deux personnages. La morte et l'autre. Et l'autre qui est en fuite. Je t'en conjure, tais-toi. Je n'en ai plus le droit. De quel droit veux-tu parler?
Je trouve... Tu me connais, Gaëtan, comme je te connais. Je suis têtu. Ça m'a souvent servi dans ma profession. Quand j'entreprends une enquête, je l'amène jusqu'au bout. Je ne lâche pas. Et quand un ami comme toi est en cause et que j'ai décidé de le sauver, même malgré lui, je lâcherai encore moins, ça je te le jure. Que veux-tu faire? Ça peut dépendre de toi. Et si je ne veux pas que tu agisses? Quand un ami tombe à l'eau, on ne lui demande pas son avis pour l'en tirer. Je ne t'ai rien demandé. Oh, ce n'est pas toi qui crieras jamais au secours, mais pour sauver quelqu'un qui se noie, tu le sais, il faut quelquefois l'assommer. Voyons. Tu aimais ta femme? Non. Bon. Pourquoi? C'est une triste histoire, si tu tiens à tout savoir. Quand j'ai quitté l'uniforme, je me suis senti comme perdu. Une cousine a cru bien faire en me mariant avec une presque vieille fille qui enrageait de l'être. Je me suis laissé faire, par lâcheté. Or, cette femme qui était devenue la mienne, qui portait mon nom, était sans charme, sans culture réelle, méchante. J'aurais tout supporté d'elle, je lui aurais pardonné son manque d'attrait, son caractère odieux, s'il y avait eu entre nous ce qui fait que l'homme et la femme sont époux. Quelque tendresse, quelque entente. Or, l'amour lui était à dégoût. Bon, à quoi bon reprendre tous les détails d'une existence sans joie, privé même de la simple satisfaction de vivre ensemble? J'en suis venu à détester ma femme, à haïr cette créature à laquelle j'étais arrivé jusqu'à la mort de l'un de nous. Divorcer, tu sais que chez moi on ne divorce pas. Or, mal marié, tu aimais Solange Donadieu. Comment le sais-tu? Ben, il n'était pas sans doute bien difficile de le supposer. Et tu viens de me confirmer l'hypothèse que j'avais faite. Eh bien, oui, j'aimais Solange Donadieu. Différence d'âge, de condition, bagatelle. Qu'importe même que Solange ait été jolie, enjouée, aimable, et qu'elle ait eu de l'esprit. Lorsqu'on analyse son amour, on aime déjà moins. J'aimais Solange, voilà tout. Mais Solange, t'aimait-elle? Solange n'a jamais su que je l'aimais. Je ne lui ai jamais dit un mot. Jamais eu une attention qui puisse lui faire deviner ma passion pour elle. Mais pourquoi? Je ne pouvais pas l'épouser. Je ne voulais pas en faire ma maîtresse. Un amour coupable eût été indigne de nous. Et ta femme ne savait-elle rien de cette passion? Georges, voilà mon crime. Mon forfait. Un jour, après une discussion sordide où elle avait été odieuse et qui m'avait exaspéré, je lui ai tout dit. Tout. Je n'en pouvais plus de silence, de dissimulation. J'ai parlé, m'étonnant même de pouvoir parler. Et quelle a été sa réaction? Elle n'a pas prononcé un mot. Elle s'est raidie un peu plus. Elle s'est retirée dans sa chambre. Depuis, elle ne m'a plus adressé la parole. Pas une fois. Mais, quelques jours plus tard... Aux chaînes du pendu, ta femme étranglait Solange Donadieu. Je me fais horreur, Georges. De ma femme, j'ai fait une meurtrière. De Solange, une morte. Tu comprends pourquoi je puis me dire doublement coupable? Tu comprends pourquoi j'ai voulu payer? Il n'était qu'un châtiment possible. Mais tu connais mes convictions. Elles m'interdisent de me donner moi-même la mort. J'ai donc demandé aux hommes de m'infliger cette mort. Et j'ai même raté cela. 15 ans de réclusion. Telle est leur ridicule punition. Écoute, maintenant, laisse-moi. Tu as obéi à un sentiment d'amitié. Je t'en sais gré, mais tu ne peux rien pour moi. Un mot encore. Dis-moi, sais-tu où se trouve ta femme actuellement? Elle n'a pas cru devoir m'en informer. Sais-tu pourquoi? Non, m'importe. J'ai fait ce que je devais faire et il suffit. Détrompe-toi, cela importe. Ta femme se cache. A-t-elle peur? Non, elle a honte. A-t-elle compris que son acte... C'est de ton acte qu'elle a honte. Mon acte? Elle est persuadée. Et elle est sans doute la seule. Elle est persuadée que c'est toi qui as tué Solange. C'est impossible. C'est possible, puisque ce n'est pas elle qui a étranglé Solange. Pas elle? Non. Mais alors... Alors, bien le roman, c'est toi qui l'as forgé tout seul. Tu n'aimes pas ta femme, tu aimes Solange, tu avoues cet amour à ta femme, tu apprends que Solange a été tuée, et ton imagination prend le mort aux dents. Comme ta conscience est torturée, tu inventes un devoir, et tu vas te livrer à la gendarmerie sans même prendre la peine de t'informer si ta femme est sortie le jour du crime.
Elle était à la Maigret? Tu en es certain? Ça n'aurait pas été la peine d'avoir tant d'années appartenu à la police pour ne pas savoir mener une petite enquête. La baronne ne vient pas à l'audience. Le président, qui a tes aveux, passe outre. Bon, mais moi, curieux par métier, je veux savoir pourquoi elle n'est pas venue. Je la retrouve qui se terre chez une vieille amie. La cousine qui a fait notre mariage. C'est possible. De ta femme, rien à tirer. On ne peut pas l'approcher, elle refuse de voir qui que ce soit. Son amie est réticente, mais elle m'en lâche assez pour que j'arrive à comprendre. Le 26 septembre, vers 17 heures, elle a téléphoné à ta femme. Mais elle n'a rien dit? Pourquoi aurait-elle parlé? Tu avouais. Pourquoi aurait-on cherché ailleurs? À l'instruction, j'ai lu les procès-verbaux. Ta femme ne dit rien. Elle n'est au courant de rien. Elle ne sait rien. Mais à l'audience, elle aurait dû témoigner sous serment. Tu saisis? Sous serment. Elle a redouté de devoir révéler ce que tu lui avais avoué sur Solange. N'en dis pas plus, Georges. Alors, qu'en reste-t-il de ton roman? En quoi es-tu coupable? J'ai pu commettre une erreur. Ma femme n'est pas la meurtrière, soit. Ma faute reste de n'avoir pas évité à celle que j'aimais une mort atroce. Mais qu'aurais-tu pu faire? Nul ne pouvait rien faire. C'est contre le crime le plus banal, le plus stupide qu'on ait sans défense. Tu connais l'assassin? Mais je crois, oui. Le 26 septembre, un de ces gars dont le brigadier de gendarmerie a parlé à l'audience, un rouquin au nez de travers, a quelque peu rôdé à Saint-Martin. Il a sans doute entendu dans un bistrot ce qu'on racontait de Solange, de l'argent qu'elle aurait sur elle en revenant. Pour coups et blessures portés sur un de ses camarades après beuverie, on a récemment arrêté ce rouquin. On a trouvé sur lui un petit porte-carte portant les initiales SD. Il prétend l'avoir trouvé par hasard dans le bois. C'est un voyou sans intérêt. Oh, Solange. Et cette brute... Voudrais-tu que ce crime reste impuni? Pense à Solange, justement. À Solange que tu aimais. Alors voici. Je vais m'occuper un peu du rouquin, l'amener à avouer. Je ne crois pas que ce sera très difficile de le confondre. Affaire de métier. Ensuite, je m'emploie avec ton avocat à faire réviser ton procès. Je ne pouvais rien faire avant d'avoir tous les atouts en main. J'ai avoué, Georges. J'ai avoué. Et ma parole... Ne sois pas idiot, monsieur le baron. Tu as avoué dans un moment de dépression nerveuse, air et paroles connues. Et il y aura un excellent remède pour soigner cette maladie. Là, ce sera de venir passer quelque temps dans le coin où j'ai pris ma retraite, pêcher la truite, et entendre ton vieil ami te raconter ses souvenirs. Tu sais, ça arrive à en savoir des choses, un inspecteur de police.